Bonjour et bienvenue. Qui n'a jamais ressenti cette petite tension avant une note? Ou au contraire, ce plaisir de se dire, ça y est, j'ai compris. L'évaluation, on y passe tous, mais bon, est-ce que c'est juste un chiffre, une validation, ou est-ce que ça peut être autre chose? Un vrai coup de pouce pour apprendre? Aujourd'hui, on plonge dans le monde finalement assez complexe de l'évaluation pédagogique. On a exploré quelques sources qui nous parlent des différentes formes d'évaluation, de leurs buts et surtout de comment on pourrait les rendre vraiment utiles au service de l'apprentissage, notre mission si on veut. Essayer de voir comment l'évaluation, qui fait souvent un peu peur, peut devenir un outil pour s'améliorer. Il y a cette idée intéressante entre évaluer pour juger et évaluer pour aider à avancer. C'est pas la même chose. Pour en parler, on s'appuie donc sur des textes qui abordent les types d'évaluation, leurs principes, les critères de qualité et aussi le rôle hyper important du feedback, du retour d'information. Alors, pour démarrer, la question de base, mais elle est fondamentale, pourquoi on évalue en fait? Qu'est-ce qu'on cherche à faire avec ça? Oui, c'est par là qu'il faut commencer. Et une idée forte qui ressort des recherches, bien résumée d'ailleurs par certains auteurs, c'est que l'objectif premier, ça ne devrait pas être de prouver quelque chose, mais plutôt d'améliorer. L'évaluation vue comme ça, c'est un moyen de collecter de l'info pour prendre de meilleures décisions. Des décisions qui aident celui qui apprend. Bon, après, dans la vraie vie, l'évaluation, elle a plusieurs fonctions, hein. La plus visible, c'est mesurer ce qu'on a appris, vérifier les savoirs. Oui. Mais c'est aussi super important pour suivre comment les apprenants progressent, voir où ils en sont, où ça bloque. Et puis, évidemment, il y a la fonction de noter, de certifier. Pour un diplôme, par exemple, ça existe, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et il ne faut pas oublier l'enseignant. Pour lui ou elle, l'évaluation, c'est aussi un miroir. Est-ce que ma façon d'enseigner marche? Est-ce que les objectifs que je m'étais fixés sont atteints? C'est précieux pour ajuster sa pédagogie. D'accord. Donc cette idée d'amélioration comme objectif principal, c'est intéressant. Mais concrètement, comment ça se décline? Les textes parlent de différentes formes, commençons par l'évaluation diagnostique. Ça sonne un peu médical, non? C'est quoi exactement? Ah, un peu, oui. On pourrait dire que c'est un check-up de départ. On l'a fait avant de commencer un nouveau chapitre, une nouvelle notion. Et le but est très précis. Est-ce que les apprenants ont les bases, les prérequis nécessaires pour aborder la suite sereinement? C'est très pragmatique en fait. Si on voit que certains ont des difficultés sur ces prérequis, on peut leur proposer une aide ciblée, un petit module de rattrapage. Et si le problème est plus général, l'enseignant peut décider de revoir certaines choses avant d'attaquer le nouveau contenu. C'est pour ajuster le point de départ. Logique. Alors ensuite, il y a l'évaluation formative. Là, j'ai l'impression qu'on est plus au cœur du processus d'apprentissage, au jour le jour. On sort de la simple vérification ou de la note finale qui tombe. C'est tout à fait ça. L'évaluation formative, c'est celle qui vit avec l'apprentissage. Elle se passe pendant qu'on apprend. Son but, c'est vraiment de voir si on est sur la bonne voie pour atteindre les objectifs et surtout de repérer les difficultés dès qu'elles apparaissent. Pour pouvoir réagir vite, guider l'apprenant, l'aider à corriger sa trajectoire. Et là, le point fondamental vraiment, c'est que cette évaluation-là, elle ne devrait pas servir à dire réussi ou échoué à la fin. Son rôle, c'est d'informer, d'orienter, d'aider à réguler. C'est comme un tableau de bord, si tu veux, pour l'apprenant et pour l'enseignant. Pas un jugement. Mais alors concrètement, comment on fait pour que ça reste un outil de pilotage et pas un jugement un peu déguisé? J'imagine que les apprenants peuvent quand même se sentir jugés même si on l'appelle formative. C'est une excellente remarque et c'est tout l'enjeu. Ce que disent les recherches, c'est que ça dépend beaucoup de comment c'est mis en place, comment c'est expliqué. Les méthodes utilisées jouent un rôle. Par exemple, poser des questions à l'oral, en groupe classe. Ça peut encourager la discussion, la collaboration. L'attention se porte plus sur comment on réfléchit ensemble que sur la bonne réponse. Ou bien les exercices d'application. S'ils sont bien faits, connectés à des choses un peu réelles, ça peut motiver. Et l'erreur devient juste une étape normale, tu vois, une occasion d'apprendre. Et puis, il y a les outils comme les quiz en ligne, avec un retour immédiat. Ça, c'est intéressant parce que ça permet à l'apprenant de se tester lui-même, de voir où il en est, de manière assez privée. Et ça peut l'inciter à prendre les choses en main, à ajuster sa façon de travailler. On parle d'autorégulation d'ailleurs. Justement, l'autorégulation, ça nous amène tout droit à l'auto-évaluation. C'est le moment où l'apprenant devient lui-même acteur de son évaluation. Il prend les commandes.
Exactement. L'auto-évaluation, c'est un peu une branche de l'évaluation formative. L'idée, c'est d'amener l'apprenant à réfléchir sur sa propre façon d'apprendre, sur ses méthodes, ce qu'on appelle la métacognition. Le but, c'est qu'il développe sa capacité à se regarder faire, de manière critique mais constructive, et surtout à identifier lui-même ce qu'il peut faire pour progresser. C'est de l'autonomie en fait. Pour que ça marche, il faut qu'il comprenne bien ce qui est attendu, les objectifs. Ensuite, qu'il puisse définir ou s'approprier des critères de réussite. Qu'est-ce qui fait qu'un travail est bon? Et après, analyser ce qu'il a fait par rapport à ces critères. C'est un exercice de lucidité en quelque sorte. D'ailleurs, c'est intéressant, certaines recherches montrent qu'observer et analyser ce que font les autres, ça peut aussi aider à prendre conscience de ses propres points forts et points faibles. Une sorte d'effet miroir. Et ce qui est assez bluffant, c'est que les études montrent un lien assez net entre la capacité d'un étudiant à piloter consciemment son apprentissage, sa motivation, ses stratégies, comment il réagit à l'échec, et sa réussite à long terme. Donc, apprendre à s'auto-évaluer, c'est pas juste un truc en plus, c'est développer une compétence clé. C'est puissant, oui. Bon, après ce tour d'horizon, on arrive à l'évaluation sommative. Alors elle, c'est la fameuse, l'évaluation qui compte, celle de la note finale. C'est souvent comme ça qu'on la voit, oui. L'évaluation sommative, elle arrive plutôt en fin de parcours. Fin de chapitre, fin de module, fin d'année. Son but principal est différent des autres. Là, il s'agit de faire un bilan, de prendre une décision sur la validation des apprentissages. Est-ce que l'apprenant a atteint le niveau requis? Donc oui, la note obtenue a souvent une valeur de certification. On dit aussi qu'elle sert à mesurer le chemin parcouru, à porter un jugement global sur la qualité des apprentissages à un moment donné, et parfois ça peut aider à orienter la suite pour l'apprenant ou pour l'institution. D'accord. On a donc toute une palette avec des intentions bien distinctes, mais qu'elles soient diagnostiques, formatives, sommatives, comment on peut s'assurer qu'une évaluation est bonne, enfin juste, utile? Ça doit pas être simple, hein. Ah, c'est le cœur du problème. La grosse difficulté, c'est la subjectivité. Inévitablement, l'évaluation dépend un peu de la personne qui évalue, de ses propres critères, de ses attentes, peut-être même de sa fatigue ce jour-là. C'est illusoire de croire qu'on peut l'éliminer complètement. On est des humains. Du coup, l'objectif, c'est pas l'objectivité parfaite. C'est ce que les textes appellent l'objectivation. C'est chercher activement à rendre l'évaluation plus objective, plus basée sur des critères clairs, des faits observables, moins dépendante des aléas de l'évaluateur. C'est tendre vers quelque chose de plus juste, quoi. Et pour y arriver, il y a une démarche qui est souvent proposée, en 3 étapes, quand on prépare une évaluation. C'est assez logique, tu vas voir. D'abord, clarifier. Qu'est-ce qu'on veut évaluer exactement? Quel savoir? Quelles compétences? Si on n'est pas au clair là-dessous dès le départ, l'évaluation risque d'être bancale. Ça doit être lié aux objectifs d'apprentissage. Logique. Ensuite, observer. Bon, une fois qu'on sait ce qu'on veut évaluer, comment on va faire pour le voir? Quel type d'épreuve choisir? Un examen écrit, un oral, un projet, une simulation. Le choix de l'outil est crucial. Il faut qu'il soit adapté à ce qu'on veut mesurer et à comment on a enseigné. C'est le fameux alignement pédagogique. Objectif, méthode d'enseignement, évaluation. Tout doit être cohérent. Mhm. Et enfin, interpréter. Une fois qu'on a les productions des apprenants, les copies, les prestations orales, peu importe comment on va les analyser, quels critères on va utiliser pour dire « ça c'est réussi, ça l'est moins », comment on va traduire cette observation en une note ou un commentaire. Faut définir les règles du jeu de l'interprétation avant. Clarifier, observer, interpréter, c'est une bonne structure, en effet, mais au-delà de comment on la conçoit, est-ce qu'il y a des qualités que l'évaluation elle-même doit avoir? Les textes parlent souvent de validité et de fidélité, ça fait un peu jargon. C'est un peu technique, c'est vrai, mais c'est hyper important. Prenons une image simple. La validité, c'est la question « est-ce que mon outil mesure bien ce qu'il est censé mesurer ?» Si je veux connaître la température, je prends un thermomètre, pas une règle. Là, c'est pareil. Est-ce que mon examen de physique mesure bien la compréhension des lois de Newton, ou est-ce qu'il mesure surtout la capacité à résoudre des équations complexes très vite, ce qui n'était pas forcément l'objectif premier? Faut que ça mesure la bonne chose. D'accord, le bon outil pour la bonne cible. Exactement. Et la fidélité, c'est la constance de l'outil. Si je me pèse 2 fois de suite sur ma balance, est-ce que j'obtiens à peu près le même poids? Pour une évaluation, c'est si 2 correcteurs différents lisaient la même copie, est-ce qu'ils mettraient à peu près la même note? Ou si le même correcteur la relisait une semaine plus tard? Une évaluation fidèle, elle donne des résultats stables,
qui dépendent moins du hasard ou de qui corrige et quand. Ces deux aspects, validité et fidélité, sont cruciaux pour que l'évaluation soit équitable et que la note veuille dire quelque chose. Validité, mesurer ce qu'il faut. Fidélité, mesurer de façon stable. C'est plus clair comme ça. Mais alors, même une évaluation super valide et super fidèle, si elle se résume à une note balancée comme ça, est-ce qu'elle remplit vraiment cette mission d'amélioration dont on parlait au début? Le feedback, le retour, ça semble être la clé, non? Ah mais complètement. Le feedback, ce retour d'information, c'est présenté partout comme absolument essentiel. Il devrait logiquement suivre toute forme d'évaluation, mais surtout celle qui vise à apprendre en cours de route, comme la formative ou l'auto-évaluation. Sans feedback, l'évaluation, c'est juste un constat. Avec un bon feedback, ça devient un tremplin pour progresser. Et pour qu'il soit efficace, ce feedback, les sources donnent quelques pistes. Par exemple, découper les gros projets en étapes, ça permet des retours plus fréquents, plus ciblés, plus tôt. C'est plus facile de corriger le tir. Autre chose de très fort, donner la possibilité de refaire, de soumettre une version améliorée après avoir reçu un premier feedback. Là, on est vraiment dans l'apprentissage par l'erreur accompagnée. Ah oui, ça change tout. Absolument. Donner des exemples concrets aussi de ce qui est bien réussi ou de ce qui pose problème dans le travail de l'apprenant. C'est souvent plus parlant qu'une appréciation générale un peu vague. Et puis, ne pas négliger la force d'un petit échange rapide, même quelques minutes en tête-à-tête. Pouvoir poser des questions sur le feedback, clarifier des points. Ça transforme le truc en un dialogue. C'est beaucoup plus constructif qu'un simple commentaire écrit parfois. D'accord. Bon, si on essaye de rassembler un peu tout ça, ce qui se dégage, c'est que l'évaluation, c'est vraiment pas un bloc uniforme. Il y a tout un spectre de pratiques, hein, depuis le petit check-up de départ, le diagnostic, jusqu'au bilan final, le sommatif, en passant par cet accompagnement en cours de route, le formatif, et cette responsabilisation de l'apprenant, l'auto-évaluation. C'est exactement ça. Et les messages clés qui ressortent, ils sont assez forts finalement. D'abord, l'évaluation, c'est un processus, pas juste un point final. Ensuite, l'importance croissante donnée au formatif et à l'auto-évaluation, ça montre bien une volonté de mettre l'évaluation au service de l'apprentissage lui-même. Troisièmement, la qualité d'une évaluation, ça se décrète pas, ça se construit. Ça passe par la clarté des objectifs, le bon choix des outils, la validité, la stabilité des mesures, la fidélité, et cette recherche constante de justice, l'objectivation. Et enfin, le point peut-être le plus important, une évaluation, surtout formative, n'a de sens pour l'amélioration que si elle est suivie d'un feedback utile, clair et, si possible, bienveillant. Le fil conducteur, ça reste cette idée. Viser à améliorer avant de chercher à prouver. Ça change quand même pas mal la perspective habituelle, hein. On voit bien que la façon dont on conçoit et on utilise l'évaluation, ça a des conséquences très concrètes, qu'on soit enseignant, formateur ou même juste quelqu'un qui apprend tout simplement. Tout à fait. Et peut-être pour ouvrir un peu la réflexion, si on prend vraiment au sérieux cette idée d'autorégulation, de feedback pour progresser, on peut se poser une question un peu challengeante. Comment on pourrait faire évoluer nos pratiques, nos systèmes, pour que l'évaluation ressemble moins à une série de contrôles qui sanctionnent et plus à une sorte de conversation continue, un vrai dialogue entre celui qui apprend et celui qui accompagne, centré sur le développement, sur la progression. Ça laisse matière à penser, non ?